je vais commencer, ben, Mm. on va prendre paragraphe par paragraphe, hein. Alors, quelques questions liminaires utiles. La nature peut-elle être sujet de droit? C'était le titre, en fait, j'ai repris ce titre qui était celui d'un débat France Culture, je crois, ou un débat, je ne sais plus si c'était France Culture ou ah, comment ça s'appelle? Bon, bref, le nom m'échappe, je ne sais plus. Enfin bref, j'avais pris des notes, j'ai plus ça en tête, voilà. C'était une bonne façon, je trouve, de la formule elle-même pose des tas de questions et j'ai trouvé que c'était intéressant de reprendre ce titre. Voilà. Alors, ce que je te propose, c'est, si tu l'as sous les yeux, bon, là, il est en partage, tu peux nous lire phrase par phrase, et puis Oui, voilà. Bah, il y avait deux questions liminaires qui seront reprises systématiquement dans le cours de ces notes. Alors en fait, ce sont des notes prises de lecture, voilà, ce sont des notes éparses. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas. Moi, je suis pas du tout juriste, mais cette question m'intéressait, donc ce sont des notes où j'introduis des idées, des questions, voilà. Donc, parmi les questions liminaires, est-ce que la nature, qu'est-ce que veut dire la nature déjà? De quoi on parle quand on parle de la nature? Et est-ce qu'elle est homogène dans ses faits? Puisque dès qu'on se met à réfléchir sous un chapeau, je dirais, législatif, on est tout de suite confronté au fait que la loi repose sur la notion de sujet, de responsabilité et de représentativité du sujet parlant pour lui-même et justifiant et ses droits et ses obligations. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que la nature, c'est d'abord quelque chose d'homogène? Est-ce que on peut poser cette question. Et l'autre question, est-ce qu'elle peut être considérée comme un sujet? C'est vraiment très intéressant. Voilà. Mm. Mm. Donc, beaucoup pensent que la nature n'existe que parce que l'homme parle de la nature. Voilà. Et on peut aller jusqu'à nier, il y a des courants philosophiques qui nient le fait que le réel existe en dehors d'une perception que peut en avoir l'homme en, en l'espèce. Voilà. Mais Mhm. même sans aller aussi loin dans ces considérations philosophiques, il est certain que la nature n'est absolument pas homogène. Hein, voilà. C'est une conjugaison de localisation et elle décrit, en fait, quand on parle de nature, on parle d'éléments avec des spécificités tout à fait locales qui sont le fruit du croisement de latitude, longitude, altitude, climat, géologie, hydrographie, enfin, etc., etc., etc. Donc, Mm. parler du droit de la nature, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc, on se pose déjà la question. Ensuite, est-ce qu'elle peut être considérée comme un sujet? Eh bien, la attends, notion de sujet, euh, oui, excuse-moi de t'interrompre. oui. Il y a déjà beaucoup à dire sur le début, là. On va peut-être Ah oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait. échanger. Oh, tu vas un Tout peu à vite, là. fait, tout à fait, Et oh, tout bon, à fait. alors je voudrais quand même lire ce qui est écrit. Voilà. Quelques questions liminaires utiles. La nature peut-elle être un sujet de droit? Et là, on a un petit paragraphe dessous. La nature est-elle homogène dans ses faits? Non. Cette idée est issue de l'opération de qualification universalisante, le naturalisme, produit par la culture occidentale dominante scientifique. En réalité, la nature se déploie sous les formes que lui donne la culture. Bon, alors ça, c'est les notes de Clara. Tout à fait. Et c'est le sujet du débat, de l'échange. Donc, chacun est appelé à intervenir par rapport à ça. Alors bon, moi j'ai envie déjà de dire deux ou trois choses là-dessus. Déjà la première phrase. La nature peut-elle être un sujet de droit? Bon,
Je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, mais avant, je voudrais revenir sur la phrase qui suit, c'est-à-dire la nature est-elle homogène dans ses faits, et Clara nous dit non. Bah, c'est Clara qui le dit, on est bien d'accord, hein. Bon, Oui. voilà. Cette idée est issue de l'opération euh, de qualification universalisante produite par la culture. Donc, la nature, en fait, elle est homogène en fonction de ce que lui donne la culture. Enfin bon, voilà. Euh, je suis pas tout à fait d'accord pour dire que la nature n'est pas homogène. Alors j'ai bien compris ce que, enfin, l'idée de Clara ou son opinion, qu'elle a diverses formes, etc., etc. Euh, Moi, je crois qu'on peut soutenir le contraire, dire que la nature c'est un tout. Euh, la nature, voilà, je pense qu'on peut, alors on peut peut-être échanger là-dessus. Moi, je suis plutôt, alors sans y avoir vraiment beaucoup réfléchi, hein, étant pris à brûle pour point, parce que j'ai pas travaillé spécialement ces notes, mais entériner le fait que la nature n'est pas homogène, qu'elle n'est qu'un produit de la culture, ça me paraît pas évident comme ça en premier abord. J'aurais plutôt tendance, comme ça, spontanément, à dire le contraire, que la nature, c'est un tout, c'est absolument pas un produit de la culture, c'est quelque chose qui nous a imposé. Donc c'est la nature, c'est d'abord une contrainte. On est jeté dans la nature sans le voir, on y arrive. Bon, donc j'ai plutôt l'impression que c'est un tout. Après, la première question qui est extrêmement importante, parce qu'avant de savoir est-ce que la nature peut-elle être considérée comme un sujet, pose la question, la nature peut-elle être un sujet de droit? Alors Mhm. voilà une question qui est intéressante. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un sujet de droit? Ça veut dire, est-ce qu'on peut légiférer sur la nature? Enfin, bon, bon, le débat est ouvert. Voilà comment moi je le vois. Bon, la question, je la reformule, est-ce qu'on peut légiférer sur la nature? Peut-on légiférer sur la nature? Alors, peut-on légiférer sur la nature? C'est une question qui, à mon avis, génère plusieurs autres sous-questions, hein. C'est-à-dire, quand on dit peut-on légiférer sur la nature, qui va légiférer? Qui va légiférer? Bon. Ensuite, légiférer, ça veut dire produire des lois. Qu'est-ce que c'est qu'une loi? Alors, une loi, alors je travaille là-dessus puisque je fais partie du cercle de un autre cercle, bon, c'est le cercle de renouvellement constitutionnel, où on travaille sur la loi, hein, sur disons, sur le fait législatif. Et notamment, alors, bon, pas faire une conférence sur la loi, mais il y a une caractéristique. La loi, elle a deux caractéristiques, de mon point de vue, toujours parce que on parle de mon point de vue, c'est qu'elle a un caractère universel et un caractère coercitif. Un caractère universel, c'est-à-dire qu'une loi, elle doit s'appliquer à tout le monde, sinon c'est pas une loi. Alors, bon, il existe des tas de lois, hein, loi programme, loi de finances, tout ça, c'est voilà, c'est au sens pur de la loi telle que je la conçois. Voilà, une loi, c'est qu'elle est elle est universelle, s'applique à tout le monde. Il n'y a pas des lui non, lui si, non, c'est tout le monde. La loi s'applique et elle est coercitive, c'est-à-dire qu'elle s'applique sous la menace de la violence légale. Sinon, c'est pas une loi. Bon. Donc, lorsqu'on dit la nature peut-elle être sujet de droit, ça veut dire est-ce qu'on peut légiférer sur la nature, est-ce qu'on peut écrire des lois qui concernent la nature? Qui va les écrire? Bon, je pose la question, a priori ça va être l'homme, enfin ça peut peut-être être quelqu'un d'autre, on ne sait pas, il faut en débattre entre nous. Et puis, il faut que ça soit coercitif, hein. Et la question qui se pose, elle est à deux niveaux. C'est-à-dire que quand il y a une loi, c'est produit par une entité qui exerce une coercition sur une autre entité, hein. Par exemple, lorsque une loi nous interdit de nous exprimer sur tel sujet, bon, c'est une entité qui fabrique la loi et qui s'impose à toi, à moi, on n'a pas le droit de dire ça parce qu'il y a une loi qui nous interdit de le dire.
Donc, légiférer sur la nature, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir une entité, par exemple, une entité homme, qui va euh, obliger ou interdire à la nature de faire quelque chose, ou obliger la nature à faire quelque chose. Parce que les lois, elles peuvent avoir deux formes, sont des lois d'interdiction ou des lois d'obligation. Une loi, elle peut soit interdire de faire quelque chose, soit obliger le sujet de la loi. Et là, on revient sur deux émissions. Est-ce que la nature peut être un sujet de loi? Est-ce qu'on peut contraindre la nature à faire quelque chose, ou est-ce qu'on peut interdire à la nature de faire quelque chose? Sinon, et je sens poindre derrière déjà la première question, une confusion sur la notion de loi, c'est-à-dire c'est une loi qui s'appliquerait au législateur. Alors ça, c'est là quelque chose de nouveau. Un législateur qui écrit une loi pour se l'appliquer à lui-même. Bon, parce que, parlons clair, si l'homme écrit une loi sur la nature, il va dire, par exemple, je n'ai pas le droit de détourner un fleuve. Pas une loi, ça. C'est c'est- bon, c'est une loi qui concerne l'homme, qui ne concerne pas la nature, qui concerne l'homme. C'est-à-dire que l'homme s'interdit de faire certaines choses. Bon, dire les services de la DDE, de la direction départementale de l'équipement, n'ont pas le droit de détourner un fleuve, c'est la même chose, de même nature que de dire euh, euh, celui qui s'exprime n'a pas le droit de parler des chambres à gaz, par exemple. Voilà, bon, c'est de même nature. Je prends exprès des exemples très provocateurs pour que ce soit très caricatural. Voilà. Bon. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au départ, il faut déjà mettre au clair qu'est-ce qu'on appelle légiférer, qui légifère et pour qui. Voilà, je laisse la parole à mes collègues. Oui, oui. Moi, ce que j'entends dans la fameuse question, est-ce que la nature est sujet de droit? C'est est-ce que la nature peut interpeller le droit? Elle est sujet du droit au sens qu'elle peut faire agir le droit en sa faveur. C'est pas la nature qui est obligée ou contrainte à faire quelque chose. C'est l'inverse. C'est elle qui vient demander, j'ai un droit, défendez-moi parce que ce droit est en cause. Auquel cas, c'est bien tourné vers l'agresseur de la nature. Donc c'est comment la nature peut interpeller le droit. C'est en cela que c'est une question de savoir comment la construire sujet de droit. Et le problème, c'est la parole de la nature. Qui parle? Comment on peut faire parler la nature? Et évidemment, l'homme a tendance à se substituer. Et c'est cette question-là qui est en jeu. Qui veut s'exprimer? Michel Simonin, si vous êtes historien, vous savez qu'il y a eu beaucoup de procès d'animaux au Moyen Âge, par exemple. Oui, oui. Voilà, donc c'est très Oui. intéressant parce que c'était une notion où l'animal, il y a eu par exemple des cochons, ou dans mon souvenir, hein, c'est un peu, j'ai Oui, oui. des exemples précis en tête, mais on faisait des procès à des animaux et ils étaient jugés et condamnés et voilà, pendus ou cartelés ou que sais-je, voilà. Ce qui est une notion qu'on a perdue ensuite. Donc la notion de droit, où par exemple les animaux pouvaient être sujets du droit, ou c'est-à-dire être jugés responsables au nom du droit, a existé, en tout cas en Occident, puis a été retiré de l'appareil législatif et a tendance à revenir sous une toute autre forme très très différente aujourd'hui. Mais c'est vrai que l'histoire a des témoignages d'exercice du droit tenu par des animaux, enfin pas d'exercice du droit, mais de requête à l'encontre des animaux. À l'encontre d'eux.
Oui, ce qui est l'inverse de ce qui nous intéresse là. oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on, dans le Moyen Âge, on a des exemples d'animaux qui viennent demander, moi je suis sujet Non, de droit, pas, c'est-à-dire que je peux pas à être ma, défendu. pas à ma connaissance. Mais s'il y avait un procès, il y avait peut-être un avocat, je ne sais plus, il faut voir s'il y avait des avocats parlant au nom du cochon ou de l'âne, ou je ne sais pas, venant défendre, s'il y avait procès, il y avait défense, donc Oui, mais là encore, tu retournes à nouveau. C'est de nouveau l'animal qui est la victime, qui est l'agresseur ou l'accusé, voilà, je cherchais le mot, l'accusé. Mais là, dans la question qui nous est posée, c'est comment la nature peut demander sa défense. C'est pas elle qui est agressive, c'est elle qui est agressée. tout à fait, Donc on est dans une autre partie du droit. tout à fait. Alors, justement, sur cette Comment la théorie, nature interpelle un tribunal et dit j'ai un problème à régler avec l'homme. alors, je voudrais porter un grain de sel. Avant de savoir si la nature, comment, de quelle façon elle peut interpeller, je pense que d'abord il y a une confusion sur la notion de droit. Je m'explique. Euh, on confond souvent loi et droit. Qu'est-ce que c'est une loi ne donne pas des droits. C'est- Voilà. Alors, donner des droits, c'est quelque chose qui est très employé. J'ai le droit de. Bon, il faut bien voir que ce n'est pas ce n'est pas un texte législatif qui donne un droit. Alors, je vais essayer de faire la clarté là-dessus. Euh, si on dit j'ai le droit de faire ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça n'est pas interdit. Bon, si c'est pas interdit, c'est pas la peine de dire que j'ai le droit. Bon, Euh, si je revendique quelque chose, c'est que j'estime que quelqu'un a fait quelque chose d'interdit. Donc, je ne revendique pas un droit, je demande l'application de la loi. Voilà la confusion, elle est là. Et alors, si on parle de la nature, lorsqu'on dit, alors, Hervé dit, bon, qui va porter plainte au nom de la nature? Mais porter plainte, qu'est-ce que ça veut dire? Porter plainte, ça veut dire, vous avez transgressé une loi. C'est pas je fais valoir un droit, ça n'existe pas, je fais valoir un droit. C'est un abus de langage, c'est un langage, disons, trivial de trottoir, mais ça ne signifie rien au niveau juridique. Donc, euh, je vous fais un procès parce que vous avez transgressé une loi. Voilà. Donc, j'ai des arguments, vous avez fait ça, la loi vous interdit de le faire, vous avez fait ça à mon encontre, il y a des lois qui me protègent, oui, il y a des lois qui me protègent. Vous avez des lois qui protègent la vie de l'individu, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de tuer son voisin. Bon, cette loi, c'est une loi d'interdiction. C'est ni une loi de contrainte, ni quelque chose qui donne un droit administratif, comme par exemple les allocations familiales qui vous donnent quelque chose parce que vous avez deux enfants. Pas une loi, ça c'est une attribution du pouvoir exécutif. Bon, donc, dans le cas de la nature, il s'agit, faut bien voir, c'est qu'il faut d'abord énoncer des interdictions, parce que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, si vous dites que vous soyez nature, que vous soyez un fleuve, ou que vous soyez une montagne, que vous soyez un chien, ou que vous soyez un homme, si vous allez voir un tribunal et que vous dites euh, euh, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on m'a fait, c'est qu'il y a une loi qui interdit de le faire. Donc il faut d'abord faire des lois qui interdisent de faire certaines choses. Alors, ça veut dire que l'homme va écrire une loi qui interdit de faire telle chose au chien. Bon, et là, Hervé dit, très bien, mais est-ce que le chien va pouvoir saisir le tribunal? Bon, il faut répondre à cette question. Si on répond non à cette question, comme on y répondra probablement, il faut dire
quelqu'un peut-il ester en justice à la place du chien? Qui va ester en justice à la place du chien? Bon, alors, il faudrait qu'il y ait une procuration. Est-ce que le chien a donné une procuration à quelqu'un pour laisser en justice? Est-ce que c'est possible ou pas? Bon, nous allons probablement répondre non à cette question. Et donc, c'est probablement celui qui a écrit la loi qui va se faire le porte-parole du chien pour faire appliquer la loi. Bon, nous sommes là très clairement dans le cadre du droit exorbitant. Ce qui ne veut pas dire, exorbitant, c'est pas un gros mot, hein. C'est pas dire que c'est quelque chose qui est pas bien. C'est quelque chose qui est probablement très bien. Mais c'est plus du droit. Et donc, je reviens sur la première question. La nature, si on considère qu'un chien c'est la nature, c'est bon, bon ou un fleuve ou une montagne, euh, on va pouvoir faire du droit légiféré, mais on est dans le cadre d'un droit exorbitant, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas, de mon point de vue, rattacher ce qu'on va faire, les lois qu'on va écrire, à une quelconque euh, philosophie du droit. Absolument pas. On est dans quelque chose d'autre, dans une création. Alors, la loi, c'est déjà une création humaine. Il y a que les seules lois naturelles qui existent, les lois de la nature. Hein. Bon, tout ce qui a été écrit ensuite, c'est une création de l'esprit humain. Et là, on est dans le deuxième niveau, c'est-à-dire que voilà, on est dans du droit exorbitant, ce qui ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire. Alors, il y a déjà, lorsqu'on parle des choses qui existent, bon, on a par exemple en France la charte de l'environnement. Bon, la charte de l'environnement, elle fait partie du bloc constitutionnel. La Constitution française est composée de 4 textes. La Constitution du 4 octobre 1958, le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la Charte de l'environnement de 2005. Mais de la Charte de l'environnement, c'est voilà, typiquement un texte législatif de droit exorbitant qui, alors, bon, il serait intéressant de l'étudier parce qu'il faut voir à quoi ça rime, disons, au niveau du droit pur. Alors, bon, tout ça pour introduire une notion qui me paraît importante, c'est une notion de droit que j'appelle exorbitant, mais qu'on peut appeler d'un autre mot, parce que ce mot n'est pas très intéressant, euh, mais qui crée euh, un rapport de l'homme à la nature et de l'homme à lui-même, parce qu'en fait, au bout du compte, c'est de l'homme à lui-même que ça se passe, et qui est de nature différente du droit ordinaire. Il me semble qu'il faudrait qu'il y ait un acte fondateur. À savoir que, pourquoi pas un référendum, par exemple en France, pourquoi pas un référendum qui dirait que, parce que moi j'aime beaucoup ces premières questions-là, qu'il y a de... La nature peut-elle être sujet de droit? Moi j'adore cette question. Ça peut être une question de référendum. La nature Mm. peut-elle être sujet de droit? Voilà, on décide une bonne fois pour toutes que l'homme, enfin bon, que le citoyen français, si on fait un référendum français, va légiférer sur la nature. Et alors là, comme il va y avoir un débat préalable à ce référendum, j'ai envie de dire, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Bon, donc il s'agit de savoir quel, quel type de loi on peut prendre. Parce que suivant les types de lois qu'on peut prendre, peut-être qu'il y a des gens qui, bon, une majorité qui va dessiner ou pas. Et du coup, ça ouvre une autre fenêtre, c'est que lorsqu'on pose la question, la nature peut-elle être sujet de droit? Il me semble que ça va plus loin de notre cercle de 4 ou 5 personnes, et si on dit oui ou non. Est-ce qu'un peuple peut décider? Bon, et du coup, ça devient éminemment politique. Mm. Et est-ce que ça va être euh, une loi votée par les 577 députés de l'Assemblée nationale? Est-ce que ça va être un décret pris par le ministre de l'écologie? Pourquoi pas? Un décret? Hein, une ordonnance? Peut-être une ordonnance de Bruxelles? Pourquoi pas? Ou un référendum national ou européen?
Donc la nature peut-elle être sujet de droit? Oui, je dirais, euh, pourvu que politiquement, une collectivité donnée, se donne une définition juridique de ce qu'elle a l'intention de faire. Mhm. Disons pas dans le détail, hein, mais sur les principes. Mhm. Tout à fait. Qu'on inscrive, pourquoi pas, un principe, quelque part dans le bloc constitutionnel. Alors, Michel, Simonin. Oui, sur ces histoires de sujets de droit, je vois, je me pose des questions. Il y a déjà plein de lois concernant l'environnement. Du coup, la nature est déjà sujet de droit puisqu'il y a des interdictions, comme de mettre des produits chimiques à moins de 10 mètres d'une rivière pour les agriculteurs. Et puis, quand on la joue plus sérieusement, comme en Équateur ou aussi, oui, c'est l'Équateur, c'est ça, ou bien la Bolivie, qu'on Mhm. met la Pachamama dans la Mhm. Constitution, en fait, ça change rien, quoi. Puisqu'il y a toujours la même exploitation de la nature. On peut mettre la Pachamama ou la nature, faire tout un tas de beaux discours pour que la nature ou les animaux aient un statut juridique, mais en fait, bah, il n'y a rien qui change. Vraiment, il y a déjà des lois sur la nature en ce moment, et quand on va plus loin, qu'on met ça dans la Constitution, ça ne change rien en fait, hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Du coup, je ne sais pas trop quoi penser là-dessus. Voilà, excusez-moi. Mais peut-être je vais avoir des lumières en vous suivant. Michel, quand tu dis il y a déjà des lois, ça ne change rien, c'est que ce sont des mauvaises lois. Si une loi, si quand on prend une loi, ça ne change rien, c'est que cette loi est mal écrite. Ou que c'est pas une loi. Je revenais tout à l'heure. Bon, je vais parler tout à l'heure des lois qui n'étaient pas des lois. Euh, Il y a des lois où il n'y a pas de sanction. En termes juridiques, ça s'appelle des lois molles. Une loi programme, c'est une loi d'orientation, c'est pas une loi. Bon, donc on dit il y a déjà de juridiction dans la nature. Moi, je demande à voir. Je demande à voir euh, le, euh, les mots précis qui sont employés. Et est-ce que c'est une loi ou si c'est simplement une instruction, voilà. Bon, euh, lorsque l'État lorsque l'État veut qu'une loi soit cursive, elle est cursitive, hein. Loi fiscale, bon, tu peux pas dire ça ne change rien. Si on t'augmente ta tranche, tu payeras. Tu peux pas dire ça ne change rien. Bon, donc une loi, lorsqu'on dit on a pris des lois, ça change rien, mais ça veut dire, faut prendre des exemples. Hein, on ne peut pas s'en tenir à une déclaration comme ça aussi générale. Prendre un exemple. Hein, bon, euh, c'est que la loi, soit elle est mal écrite, soit elle n'est pas appliquée. Si elle n'est pas appliquée, il y a les tribunaux administratifs, hein, qui mettent en demeure les gens, les collectivités qui n'appliquent pas les lois. Non, d'un point de vue purement juridique, bien sûr que oui, qu'on peut écrire des lois extrêmement contraignantes qui empêchent l'homme, qui interdisent à l'homme, à n'importe quel homme, de faire un certain nombre de choses vis-à-vis de l'environnement. Bien sûr que oui. La réponse, elle est évidente. Encore faut-il, me semble-t-il, qu'il y ait un principe constitutionnel pour qu'on soit bien tranquille par rapport à ça, que ce soit pas une loi qui soit immédiatement retoquée ou annihilée par un lobby, comme on a vu la loi sur les nicotinoïdes là, pour les betteraviers de la Picardie. Bon, on avait pris la loi, et puis il y a le lobby des betteraviers qui a dit oui, mais si on nous enlève les nicotines, c'est fini, on n'a plus de rire. Hop, ils ont enlevé la loi. Bon, c'est pas des lois, ça. Des lois qu'on peut. Bon, est-ce qu'elles sont pas. Si elles sont axées sur des principes au-dessus des principes constitutionnels, bon, on ne peut pas les modifier comme ça. Donc ça pose le problème, loi, oui, mais ça pose aussi le problème de la sûreté de la loi. Ce qu'on appelle la sûreté juridique. Mhm. Michel.
à lever la main. Ah oui, oui, quand même, je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis quand même. La loi pourrait, par exemple, une loi qui interdise les produits chimiques sur le territoire français, c'est possible, oui, oui. Mais est-ce qu'il y a besoin de faire toute une réflexion sur la nature, culture, sujet de droit? Non, c'est possible d'interdire les produits chimiques sur le territoire français. Et il n'y a pas besoin de, comment dire, il faut juste la faire et puis l'appliquer. Est-ce qu'il y a besoin de mobiliser la Constitution, un droit des animaux, un droit de la nature? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est possible d'avoir une loi contraignante interdisant les produits chimiques sur un territoire, par exemple. C'est-à-dire que les lois actuelles sont insuffisantes, oui, et ce n'est pas pour ça que la loi perd sa pertinence. Voilà, c'est tout. Mais on est assez d'accord. Quand je parle de l'intérêt d'un principe directeur, d'un principe fondateur, c'est précisément pour que la loi ne puisse pas être changeante du jour au lendemain, je dirais d'une nuit à l'autre, par le biais de fluctuations de minorités ponctuelles ou d'influences ponctuelles. Si on a un principe inscrit dans la Constitution qui borne de façon très, très précise certaines atteintes à l'environnement. Bon, là, tu parles d'interdit des produits chimiques, mais on était parti sur une vue beaucoup plus large de nature, hein. C'était dire, voilà, on n'a pas le droit de toucher au fleuve, on n'a pas le droit de toucher aux montagnes, on n'a pas le droit voilà, choses comme ça. Bon. Euh, donc, simplement, c'est ça, c'est une question, disons, euh, d'hiérarchie du droit. Si on met en haut des principes qui ne peuvent pas être transgressés par la loi ordinaire, on se met à l'abri, justement, euh, de modifications erratiques de la loi environnementale, comme on le voit actuellement, quoi. Mais en Équateur, ils ont mis tout ça dans la Constitution et ils continuent comme avant, hein. Pire Oui, même. mais le fait qu'il l'ait mis dans la Constitution peut permettre de plaider autrement maintenant. Tant que ça ne l'était pas, il n'y avait pas d'argument juridique. Ce que vous dites est intéressant parce que vous voyez bien, par exemple, que si on interroge les principes les plus, disons, les principes fondateurs de la majorité des constitutions, ou en tout cas ce qui existe, bon, moi je ne suis pas du tout une spécialiste, mais on voit bien que, in fine, le seul droit vraiment qui surplombe le tout, c'est le droit, alors le droit à la vie, à la protection de la vie humaine. Vous voyez bien que rien dans les constitutions ne protège le droit à la vie des non-humains. Et à chaque fois, les arguments qui sont utilisés, c'est qu'à terme, pourquoi est-ce qu'on interdirait les produits chimiques? Parce qu'à terme, ça peut être négatif pour l'homme. On en revient toujours à ça. Donc, la question qui se pose fondamentalement, enfin moi c'est comme ça que je l'ai compris, c'est est-ce que tout ce montage juridique peut être légèrement décalé de son assise jusqu'à présent, qui est une façon effectivement de réfléchir dans le cadre de la stricte humanité. Voilà, c'est ça. Est-ce envisageable ou pas? C'est comme ça que François Host, qui est un juriste, se pose la question. Enfin, vous verrez dans la suite du texte. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que le débat n'évoluera pas beaucoup. Il faut faire la distinction entre le possible Oui, juridiquement et le possible politiquement. tout à fait. Juridiquement, tout est possible. Tout à fait. Tu as évoqué avec grande pertinence le droit à la vie humaine surplombe tout. Ah ben, on a dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans l'article 1, bon, les 4 droits naturels et sacrés, c'est le droit à la sûreté pour l'homme.
absolument. Il n'y est Bien d'ailleurs même pas sûr. pour la femme, hein, entre parenthèses, hein. Oui, oui, C'est- c'est on est pour en train l'homme. d'en parler de ça dans le cadre du Bien CRC, mais bon. Euh, sûr. si on met, parce que tout le droit actuellement, toute la législation, on va dire, prenons en France la législation, c'est-à-dire la Constitution, le bloc constitutionnel avec les 4 textes, et les 74 codes juridiques, et c'est 140 000 règles coercitives. Bon. On pourrait très bien les appliquer aux animaux, par exemple. Hmm. C'est technique, c'est techniquement. Alors, la seule difficulté technique, ce serait que dans le cadre des lois qui régissent les comportements des individus composant une collectivité, lorsqu'un individu, dans les conflits entre individus, lorsqu'un individu va être spolié de quelque chose, bon, il va pouvoir se défendre vis-à-vis des juridictions en arguant de la loi. Bon, dans le cas, si on étend les interdictions, les lois d'interdiction et les lois de contrainte aux animaux, la question, par exemple, parlons pas encore des espèces végétales, mais la question va se poser de savoir qui alors, mais ça peut encore être contourné. Enfin, je veux dire, ça peut être réglé. On peut très bien imaginer qu'il y a une commission, hein, commission qui va être habilitée, qui va être investie du mandat. Un petit peu comme les gendarmes qui sont assermentés, et ce qu'ils disent, c'est ouais. Bon, eh bien, il peut y avoir une commission assermentée qui va ester en justice pour le compte des animaux chaque fois que un humain ou qu'un autre animal d'ailleurs aura transgressé la loi qui interdit de tuer un animal par exemple. Il y a une loi qui interdit de tuer un humain. Bon, cette loi peut être étendue aux animaux, c'est interdit de tuer un animal, et que donc si ça se passe, bon, si je vois pareil, interdit de tuer un humain, interdit de tuer un humain, bon, sauf à être, sauf à ce que ça se sache pas. Euh, euh, voilà, bon, lorsqu'il y a un crime, bon, si le crime, personne ne se rend compte, voilà, bon, et avec les animaux, c'est pareil. Bon, donc, lorsque il y a un crime, eh bien, il faut qu'il y ait un plaignant, voilà. Bon, et pour les donc ça peut techniquement c'est possible, et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait un principe juridique très fort en haut de la Constitution qui effectivement amende ce que tu as dit sur le droit à la vie humaine et qui dit à la vie humaine et des animaux. Et voilà, le tour est joué.